Philippe Sanchi, vous êtes secrétaire national de la FNTC. Vous intervenez en ce titre aujourd'hui. Et puis, vous êtes également CIO de Vialink. Et Oui, puis, bonjour. Bonjour à tous. Romain Leformal, vous êtes responsable marketing des solutions identité numérique chez Tessie. C'est ça. Donc, pour présenter peut-être brièvement quelques mots sur les deux organismes que vous représentez aujourd'hui, la FNDC, on en a un peu parlé, merci Hervé Streeck sur la présentation précédente, la Fédération des tiers de confiance du numérique. Vous travaillez justement avec tous les acteurs de la transformation digitale des organisations, les éditeurs, mais aussi les utilisateurs, des experts, etc., pour aboutir à une digitalisation plus fiable et plus sécurisée. Et quant à Tessie, vous êtes une entreprise française spécialiste de la digitalisation des processus métiers et documentaires. Et dans ce sens, vous proposez des solutions qui couvrent un peu beaucoup de pans de la transformation digitale des organisations, identité numérique évidemment, mais aussi ECM, CCM, SAE, GED, Workflow, tout ça. Quand on a préparé cette présentation, cette table ronde, on a imaginé effectivement une organisation vraiment dans le partage et dans l'échange, qui va reposer sur des questions-réponses. Du coup, j'invite effectivement les participants à cette table ronde qui le souhaitent, qui nous suivent, à poser leurs questions en direct et puis je vous les partagerai au fur et à mesure. En attendant, peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur des éléments de contexte. Messieurs, quelles sont les tendances que vous observez aujourd'hui sur le marché en rapport justement avec l'identité numérique et la fraude documentaire ou à l'identité? Je peux peut-être juste, alors j'entame. Oui, parce que je crois qu'on le voit tous dans nos activités, hein. Ce qui a changé, c'est que le marché a beaucoup changé et évolue très très vite en ce moment et dans les deux dernières années. La crise sanitaire a accéléré drastiquement des processus de digitalisation qui étaient déjà en cours de manière massive, hein. Et ça a amené mécaniquement un contexte où encore plus de choses se faisant à distance, la notion de confiance et comment on entre en relation, par exemple, avec une personne à distance, ça devient des choses essentielles. Et donc, on retombe sur la confiance, on retombe sur des enjeux de fraude, d'identité, et malheureusement, j'allais dire que bah, 2021 a montré que finalement la fraude était de plus en plus active sur ces sujets-là, puisque ça a été une année où la fraude documentaire et surtout la fraude identitaire a vraiment explosé. Je crois que dans les dernières études, c'était à peu près 100% d'augmentation. Donc on est vraiment sur une explosion, mais qui est en lien avec cet usage digital qui est devenu de plus en plus massif. Oui, je partage ce même constat. On a vu véritablement une accélération de ce qu'on appelle la digitalisation des entreprises, des organisations de manière assez générale. Une prise de conscience aussi. Alors, le Covid, oui, effectivement, mais au-delà de ça, il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui des entreprises, publiques comme privées, de s'équiper sur du digital et de voir effectivement tous les apports, tous les bénéfices de mettre en place ce type de solution. Et effectivement, quand on s'équipe d'outils digitaux, on voit en parallèle une accélération effectivement des tentatives de fraude. Alors, il y a un constat aussi lié à ça, c'est que on voit aussi que la fraude s'est organisée. C'est-à-dire que les cybercriminalités ne sont plus isolées. Aujourd'hui, ils sont de mieux en mieux équipés. Ils arrivent avec des outils qui sont de plus en plus performants et qui font qu'on doit effectivement être de plus en plus attentif à chaque étape du parcours et à chaque étape du processus digitalisé, là où va se situer le potentiel risque, parce qu'aujourd'hui, cette fraude, elle est de mieux en mieux organisée. Et elle est de mieux en mieux organisée, ce qui fait aussi qu'elle ne touche plus uniquement des grandes entreprises bancaires ou financières, comme ça pouvait être le cas il y a quelques années. Maintenant, tout secteur est touché. On a vu des exemples dans l'immobilier, on a vu des exemples dans le secteur public, on a vu des exemples dans le monde de la santé. Alors, il ne s'agit pas de dresser un
un tableau noir aujourd'hui, mais juste une prise de conscience. Et d'ailleurs, lors du dernier FIC, Forum international de la cybersécurité, qui a eu lieu à Lille l'année dernière et qui aura lieu en début juin cette année, c'était Guillaume Poupard, le président de l'ANSSI, qui rappelait que sans doute que la prochaine pandémie sera une pandémie de cybercriminalité. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a aussi une prise de conscience à avoir sur les risques qui peuvent exister tout au long de ce parcours, et qui fait qu'on doit être attentif pour y mettre les bonnes actions, les bonnes solutions pour réduire ce risque de fraude. Ces bonnes actions, justement, est-ce qu'elles peuvent être encadrées? Est-ce qu'elles peuvent être, ma foi, encouragées par un cadre réglementaire ou normatif particulier? Philippe, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Le cadre réglementaire, j'allais dire qu'il existait déjà pour des secteurs qui sont très exposés, hein, comme la banque ou l'assurance, mais essentiellement le secteur financier. Donc là, il y a un cadre réglementaire qui est historique, hein, qui traite, j'allais dire, de toutes ces dimensions d'entrée en relation à distance, de ce qu'on appelle le KYC, c'est-à-dire comment est-ce qu'on connaît son client, et les impératifs de conformité pour les établissements financiers qui sont bien décrits, par exemple dans le code monétaire et financier. C'est des choses qui sont très mûres sur ces secteurs très très réglementés. Après, j'allais dire que cette prise de conscience finalement de ces enjeux autour de l'identité, d'entrer en relation à distance, ont amené aussi le cadre à s'affiner, notamment l'ANSSI a posé une nouvelle certification qui s'appelle PEVID, hein, pour la vérification d'identité à distance. Donc ça, c'est une évolution importante, hein, sur le marché, puisque elle va vraiment poser un cadre pour permettre d'obtenir, entre guillemets, une identité substantielle ou élevée d'ailleurs, à distance. Et ça c'est un changement. D'ailleurs, la France, je crois, est le premier pays en Europe à vraiment poser un cadre réglementaire de ce type-là. Ça, c'est une évolution très forte. C'était en mai dernier, et puis les premiers dossiers ont été déposés, et bientôt il y aura des acteurs qui seront certifiés. Donc ça c'est clairement un cadre. Et puis après il y a un cadre encore plus large, qui évolue et qui va évoluer beaucoup sur ces sujets-là, sur ces sujets de KYC. Comment est-ce qu'on prouve son identité? Comment est-ce qu'on prouve, j'allais dire, ce qu'on est à distance? C'est le règlement européen eIDAS V2, avec tous les travaux qui arrivent et qui sont en cours autour de ce qu'on appelle l'Identity Wallet européen, qui va permettre j'allais dire, dans un cadre, encore une fois, de confiance, de pouvoir pour chaque citoyen, faire valoir son identité, mais potentiellement pas que ça, également d'autres attributs, entre guillemets, de ce qu'on est. Ça peut être son domicile, ça peut être peut-être des éléments dans le futur de revenus, peut-être de santé, etc., etc. Et donc, ce cadre européen qui est en train d'être posé, qui va être posé dans les prochaines années, sera très structurant pour la période 2023-2030. Et en termes de solutions, comment ça s'illustre? On a parlé effectivement de prestataires qui commencent ou qui sont en pleine démarche de certification PEVID. Romain, je crois que c'est justement le cas de Deci. Alors nous on l'aime bien, ce règlement eIDAS, et on aime bien aussi ce référentiel PEVID en tant que prestataire de services de confiance, parce que ça nous permet de structurer un ensemble de solutions. La table ronde précédente parlait de signature électronique. C'est le cas chez Tessi en tant que prestataire aussi de signature électronique, de permettre de mettre en place là, ces solutions de signature avec les différents niveaux qui ont été évoqués par mes confrères tout à l'heure. On pourrait parler de l'aide recommandée électronique, hein, aussi, cette capacité à pouvoir délivrer des recommandés électroniques avec la même valeur légale que le recommandé papier. Ça aussi, c'est des exigences qui sont portées par le règlement eIDAS, et puis ensuite des décrets d'application français. Et puis évidemment, tous les aspects qui sont liés à l'identification.
au sens de l'entrée en relation bancaire, hein, par exemple, ou assurantielle, et même au-delà de ces secteurs-là, hein, tout ce qui va être lié au parcours d'entrée en relation, dans lequel on va pouvoir, à un moment donné, réaliser une vérification d'identité et s'assurer que la personne avec qui on contractualise à distance est bien la bonne personne. Et puis, ça, c'est ce qui va être favorisé notamment par l'arrivée de ce référentiel PVID. On peut peut-être en dire quelques mots très rapides. Bien sûr. Juste pour rappeler, hein, que jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à l'année dernière en tout cas, quand on parlait de vérification d'identité à distance, lorsqu'on parlait de ce fameux niveau substantiel qui a été évoqué tout à l'heure, qui est le deuxième niveau d'identification du règlement EIDAS, et ben, on avait plusieurs solutions possibles. On avait de la visio en live, on avait effectivement de la biométrie, on avait de la vérification de photos, on avait du streaming, on avait plusieurs choses. Et à un moment donné, le législateur a dit stop, on va mettre en place les exigences communes pour que lorsqu'on parle de vérification d'identité de niveau substantiel et élevé, on va respecter finalement un processus en 3 étapes. La première étant une vérification de l'authenticité de la pièce. Et là, c'est important de parler d'authenticité de la pièce, d'identité. Carte d'identité, passeport, titre de séjour. Pourquoi l'authenticité? Parce que jusqu'à là, quand on fait du contrôle de pièces, du contrôle documentaire, on se base sur du PDF ou sur alors soit du PDF original, soit sur du PDF scanné. Et le scan de la pièce d'identité permet de réaliser des niveaux de contrôle de pièces comme l'extraction de la ligne MRZ, par exemple, assez commun, mais on ne peut pas garantir qu'il s'agit d'une vraie pièce d'identité, hein. Le bon format, le côté cartonné, la détection des éléments holographiques, etc. L'authenticité, la vérification de l'authenticité va permettre véritablement d'aller sur un cran supérieur en termes de vérification de pièces. Et pour cela, on va demander à la personne de présenter à la caméra, lors d'un flux vidéo, sa pièce d'identité, sa carte d'identité recto et verso. Et on va pouvoir en instantané réaliser des contrôles, des extractions de données. On va en extraire par exemple la photo, on va en extraire toutes les informations, toutes les données de la pièce, ça c'est assez commun, là, il est Internet. On va également pouvoir vérifier justement le côté un petit peu cartonné, brillant de la pièce, les éléments holographiques avec le petit RF qui s'affiche, etc., qui vont prouver qu'on est bien en face d'une vraie pièce d'identité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans la continuité du flux vidéo, on va réaliser, alors c'est toujours rigolo à dire, mais on va faire ce qu'on appelle la détection du vivant. C'est-à-dire qu'on va vérifier que la personne qui est en face de vous, comme là je suis en train de vous parler, est bien vivante. Et donc, on va lui demander de réaliser un sourire, un clignement des yeux, ce qui va permettre de détecter les mouvements microfaciaux du visage et donc de vérifier que cette personne est bien vivante, voilà, ne porte pas un masque, par exemple, ou ce genre de choses. Et puis la troisième étape qui nous est imposée par le référentiel, c'est une vérification en back-office où nous avons des agents chez nous, chez Tessie, qui récupèrent ce flux vidéo, récupèrent l'ensemble des données et vont réaliser un niveau supplémentaire de contrôle. Par exemple, ils vont s'assurer que la personne n'a pas un couteau dans le dos, ne porte pas un masque un peu plus, voilà, un peu plus, comment dirais-je, proche du visage. Voilà, croyez-moi qu'on a vu certaines choses passer. Donc voilà, ça va permettre vraiment de donner ce niveau de vérification le plus proche du face-à-face sans pour autant qu'on soit sur du face-à-face. Ça, c'est ce que va nous permettre le PVID et on a déjà des cas d'application. Dans le cadre, par exemple, de l'entrée en relation bancaire, j'en parlais, où aujourd'hui la CPR, dans l'une de ses mesures d'entrée en relation, exige, ou en tout cas donne la possibilité de passer par ce genre de protocole. Donc voilà, ça va vraiment accélérer aussi le marché et ça va permettre, une fois qu'on aura fait cette vérification d'identité et ce contrôle, bah, de pouvoir faciliter encore les usages digitaux. Donc ça c'est le PVID. Et donc effectivement, on fait partie de ces prestataires qui ont déposé leur dossier, des dossiers qui étaient acceptés par l'ANSSI et on est comme d'autres en attente d'ici, je l'espère, quelques semaines de notre certification PVID. Voilà.
Oui, il paraît d'ici le début de l'été. Espérons-le. C'est ça. On est tous là dans les starting blocks. On est évidemment pas les seuls et donc on est plusieurs à avoir déposé ce dossier. Personne n'a eu cette certification pour l'instant, hein, en tout cas pas de manière officielle. Donc on dispose tous de la technologie. Voilà, on a tous la possibilité déjà de mettre en place et on a des clients en production sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est la certification qui va vraiment permettre d'accélérer sur ce marché, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres solutions chez Tessie ou sur le marché plus globalement qui permettent justement d'aller plus loin dans la lutte contre la fraude documentaire, vérifier l'authenticité de certains documents, y compris électroniques, et du coup, quelles sont-elles? Alors, historiquement, hein, il y a évidemment le contrôle de pièces et de pièces justificatives. Dans le cadre d'une entrée en relation, par exemple, on va pouvoir demander à la personne de déposer un justificatif de domicile, une facture ou que sais-je, et on va pouvoir réaliser aussi les différents contrôles de vérification de l'authenticité de cette pièce. Ça, c'est ce qu'on fait classiquement pour des clients sur effectivement des volumétries et des typologies de pièces différentes, avis d'imposition, je parlais de factures, etc. Ce qui est intéressant aussi dans la démarche, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle du contrôle interpièce, c'est-à-dire qu'on va s'assurer que les pièces sont cohérentes entre elles. Qu'on a bien les mêmes trois prénoms, qu'on a bien le même nom de famille, qu'on a bien la même adresse, qu'on a bien le même numéro de sécurité sociale d'un document à un autre, etc. Ce qui fait qu'en cas effectivement d'erreur ou en tout cas d'échec de contrôle, on va pouvoir demander par exemple à la personne de présenter un autre document qui va respecter ce contrôle-là. Typiquement, moi, je suis en plein déménagement, je vais avoir des documents qui sont encore sur mon ancienne adresse et le temps de basculer tout sur la nouvelle adresse, ça met forcément un petit peu de temps. Donc il ne s'agit pas là d'être, j'ai envie de dire, plus royaliste que le roi et de refuser systématiquement lorsqu'il y a une erreur d'adresse, par exemple. Mais c'est surtout la capacité, et c'est là où l'intervention humaine est primordiale, à mon sens, aussi dans la lutte contre la fraude, c'est que la technologie peut faire un ensemble de choses, peut couvrir 80, 90, 95% du sujet, mais à un moment donné, c'est l'œil humain qui va aussi permettre d'aller un peu plus loin et d'aller dans la finesse du contrôle. C'est la raison pour laquelle l'ANSSI exige, dans le cadre du PVID, cette intervention en back-office d'un agent de contrôle. Nous, on le fait dans le cadre de nos centres de numérisation, où on a des agents qui sont qualifiés pour pouvoir faire les contrôles de pièces. On est historiquement un acteur du traitement du chèque, par exemple. Quand il y a une erreur sur le scan d'un chèque, c'est des agents chez nous qui vont faire ces contrôles supplémentaires. Donc, il y a la technologie qui va apporter des vrais plus. Et puis, il y a aussi l'humain. Et nous, chez Destiny, on donne beaucoup d'importance sur ce duo entre la technologie et l'humain, de manière à pouvoir être le plus sûr possible qu'on n'est pas dans de la fraude et qu'on n'est pas voilà, dans quelque chose d'illégal. Alors, on ne l'a pas forcément dit en introduction, mais on pourra sans doute pas arrêter totalement la fraude. On peut la réduire, on peut faire en sorte qu'elle soit la moins impactante possible, on peut s'en prémunir le plus possible, et sans doute qu'on ne pourra pas l'arrêter. Mais ce duo entre la technologie et l'humain, c'est sans doute essentiel. Ce qui est intéressant, si je rebondis juste sur ce que disait Romain, et d'ailleurs c'est dans le titre de la séquence, hein, puisqu'on parle de fraude documentaire et puis d'identité numérique. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les problématiques de KYC, de connaissance client, souvent on les aborde uniquement sous un angle purement identitaire, c'est-à-dire dans le langage. Souvent, quand le terme KYC est employé, c'est pour parler du KYC identitaire, vérification de pièces d'identité, de l'identité d'une personne. En fait, le KYC, c'est bien plus large que ça. Et d'ailleurs, au sein de la FNTC, on a un groupe de travail qui est un de nos groupes de travail importants sur le sujet du KYC. On a fait justement un petit guide il y a pas longtemps pour remettre en perspective tous ces enjeux du KYC
Et notamment le fait que le KYC, j'allais dire, une vision quasiment à 360 degrés d'une personne, enfin, ou d'une entrée en relation. C'est-à-dire, bien sûr, en tout cas pour une banque, quand elle veut faire un financement ou qu'elle veut ouvrir un compte, ce qui est souvent lié hein, d'ailleurs, il y a bien sûr il y a l'identité, mais il y a également la domiciliation, il y a également les revenus, il y a également donc on revient sur des éléments qu'évoquait Romain, sur des documents qui sont des bulletins de salaire, des avis d'imposition, des facturiers, des factures de grands facturiers, etc. pour justifier le domicile. Donc tout ça, c'est le KYC. C'est pas uniquement la partie identitaire. Donc souvent, c'est vrai qu'on l'aborde sous l'angle identité numérique, mais c'est vraiment une connaissance client au sens large. Et quand on fait le lien avec la fraude, elle est bien sûr très souvent identitaire. Hein, enfin, c'est une source de fraude majeure, mais ça n'est pas la seule source de fraude documentaire auxquelles sont exposés des acteurs comme les banques ou même l'immobilier ou d'autres, puisque par définition, si on veut obtenir un crédit ou si on veut louer un appartement et puis on n'est pas tout à fait dans les purs, on a peut-être tendance aussi à frauder un peu les revenus. Ça peut arriver. Enfin, Ça arrive. Voilà, exactement. Donc tout ça, cette fraude documentaire, elle est bien sûr beaucoup plus large que la fraude identitaire, mais c'est intéressant de faire cette perspective-là entre une partie très identitaire et puis une partie beaucoup plus large du KYC. Et je rajouterais même un point sur le fait que souvent, on s'attarde beaucoup à faire cette vérification d'identité ou en tout cas être très attentif à la partie fraude en amont ou au début de la chaîne, c'est-à-dire qu'au moment de l'entrée en relation. Mais il ne faut pas oublier que finalement, une fois que votre client est devenu client, vous continuez d'échanger avec lui, vous continuez de lui envoyer des choses, vous contractualisez peut-être encore d'autres points. Et il ne faut pas oublier d'avoir ce même niveau d'exigence tout au long du parcours client jusqu'à, alors je l'espère pas pour vous, mais jusqu'à potentiellement la rupture et qu'elle se passe elle aussi correctement. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que là, j'ai donné beaucoup d'exemples sur l'entrée en relation, mais le fait par exemple, de se connecter à un extranet, de changer un RIB sur un espace client, par exemple, on a aujourd'hui de plus en plus de clients dans l'assurance, dans les mutuelles, qui nous demandent un niveau d'authentification supplémentaire pour faire ces changements d'informations type RIB, type informations bancaires diverses sur un extranet. Et là, on oublie parfois que le risque, il est aussi présent là, juste sur un changement d'information. Donc, nous, on donne beaucoup d'importance avec nos clients à les accompagner tout au long de leur processus client, de l'entrée en relation jusqu'à, on va dire, les actes un peu habituels. Un client qui vous appelle à un call center, qui demande un document en particulier, etc. À chaque phase, il faut être capable de donner, de faire cette petite vérification, ou en tout cas de se prémunir du risque. Voilà. Concernant un autre aspect de la sécurité qui est un peu moins lié quand même à la fraude documentaire et identité, il y a tout ce qui va concerner, comment dire, l'archivage ou en tout cas la captation des documents, des justificatifs qu'on évoquait tout à l'heure, carte d'identité, passeport, etc., par justement le prestataire chargé de vérifier leur authenticité. Comment ça se passe exactement? Est-ce que vous êtes engagé à ne pas les garder? Si vous les gardez, dans quelles conditions? Est-ce que c'est anonymisé? Des choses comme ça? Alors, dans le cadre du référentiel PVID, on se sert de la donnée au moment de la vérification, mais on n'est pas censé, effectivement, on ne doit pas garder et en faire surtout ne pas en faire usage pour Ouais. d'autres choses. Donc, là, on a cette garantie. On est évidemment soumis au RGPD, donc on se doit de restituer les données aussi aux clients. Ce que l'on doit garder comme trace, c'est la trace effectivement des contrôles qui sont réalisés et la trace de la vidéo, parce que la vidéo, c'est elle qui
qui porte en fait l'ensemble des éléments qui sont vérifiés. Alors, j'ai plus exactement, parce que je le connais pas par cœur, ce référentiel, mais on ne peut même pas le garder. Enfin, cette vidéo, on la garde pas non plus 100 000 ans. Hein. On se doit aussi à un moment donné de s'en séparer, mais elle est vitale parce que c'est depuis cette vidéo que sont réalisés aussi tous les contrôles. Mais ce qui est extrêmement important, c'est ce que l'on garde vraiment, c'est les contrôles qui sont réalisés, qu'ils soient bons ou pas bons. Hein. C'est les checks de contrôle que l'on doit garder. Après, on a la possibilité, en fonction des cas d'usage, soit c'est imposé par la loi, soit c'est une demande du client, de pouvoir stocker ces données et stocker ces documents. Ça peut être le cas, par exemple, de la LRE, où on stocke les éléments de preuve jusqu'à 7 ans. Hein, ça peut être le cas. Et pour d'autres cas d'usage, on peut aller plus loin, parce qu'on est également prestataire d'archivage électronique qualifié. Donc, on a cette possibilité de pouvoir donner à nos clients le choix de mettre tout ça dans un système d'archivage électronique à valeur probatoire qui lui sera dédié et dans lequel il va pouvoir stocker l'ensemble de ses documents. Donc, il y a ce qui se passe côté prestataire, où on est imposé par la loi, hein, et on garde que les éléments de contrôle. Et puis, il y a ce que l'on peut faire en plus, où le client a besoin, lui, d'avoir des éléments de conformité et de stockage plus importants de ses preuves. Et là, on peut l'accompagner avec des systèmes d'archivage électronique et des coffres-forts. D'accord. Je reviens sur quelque chose que vous évoquiez en préambule, Philippe, qui était le e-wallet à l'échelle européenne. Quelle forme ça va avoir? Qu'est-ce que ça va être? Pour quand c'est prévu? Et quels seront les cas d'usage du coup associés à ce nouvel outil? Alors, le camp, c'est encore, j'allais dire, ça va venir, c'est bientôt. Maintenant, la notion du bientôt peut être un peu à l'échelle européenne. Donc, il y a un cadre qui a été posé, il y a déjà un cadre technique qui a été discuté, il y a déjà des choses qui sont très, très concrètes. Il y a aussi une expérimentation transfrontalière là, qui va être lancée dans les 2 ans qui viennent. Donc, j'allais dire qu'on va pas le voir demain matin dans nos téléphones portables, par exemple, hein, parce que concrètement, ça va probablement prendre cette forme-là, hein, c'est-à-dire d'un espace ou d'une application ou de quelque chose qu'on aura dans notre téléphone et en tant que citoyen, où on pourra, si on est sollicité pour ouvrir un compte ou pour louer un appartement ou pour je ne sais quelle démarche, où on pourra donner accès à une entreprise à certaines données de notre wallet identitaire. Encore une fois, qui sera un wallet identitaire plus large que juste l'identité. Mais donc, concrètement, l'objectif, c'est vraiment de redonner j'allais dire, la capacité à chacun de maîtriser, à chaque citoyen européen de maîtriser ces données, ce qui est en soi une très belle étape. De les avoir de manière sécurisée et d'avoir des données qui sont de confiance. Parce que dans les attributs, c'est-à-dire les données qui seront dans le wallet, il y a des attributs qui seront qualifiés, d'autres qui ne le seront pas, et donc avec des niveaux de confiance qui sont très très forts sur la donnée elle-même. Ça aussi, ça sera un véritable avantage pour évidemment les entreprises qui voudront interagir avec tel ou tel citoyen, avec nous. Donc, tout ça est en train de se mettre en place. Les phases d'expérimentation vont démarrer dans les 2 ans qui viennent. Je dirais que ça va vraiment intervenir, ça va vraiment changer les choses un peu concrètement sur la période 2023, 2026, 7, en fonction du rythme des gouvernements et de la volonté de tous les acteurs. Mais en tout cas, il y a les acteurs, ou techniques, ou les prestataires ou les fournisseurs sont très, comment dirais-je, très motivés et très intéressés par ce sujet-là, parce que par définition, c'est un sujet qui va être très structurant dans les années qui viennent. Ça, c'est certain. Pour tous les acteurs qui sont impliqués dans des processus, comme le disait Romain, ou d'entrée en relation, ou même de mise à jour d'informations régulières dans le cycle de vie d'une relation.
là, ça va devenir quand même un élément incontournable un peu, ce wallet. Donc voilà un peu les quelques mots qu'on peut en dire aujourd'hui. C'est pas encore, tout n'est pas encore complètement figé, complètement arrêté, hein. C'est vraiment un work in progress. Mais c'est une volonté très forte des législateurs à l'échelle européenne. Donc on peut supposer que tout ça va avancer assez vite. Il y aura peut-être des annonces au FIC cette année à Lille, donc le Forum international de la cybersécurité, parce qu'il y a souvent voilà, il y a l'ANSSI, il y a les ministères qui sont là, il y a voilà, les gros influenceurs qui sont là et donc il y aura sûrement des annonces ou des précisions qui seront faites lors du FIC auquel Tessie participe. Donc c'est du 7 au 9 juin à Lille. Donc ça sera l'occasion aussi pour nous de présenter l'ensemble de nos solutions autour de l'identité numérique. Il faudrait juste rebondir par rapport au e-wallet pour dire que entre le PVID, la carte d'identité nationale électronique, le e-wallet, on a quand même une accélération forte et une prise de conscience importante en France et en Europe autour de l'identité numérique. Voilà, ça a eu du mal un peu à bouger. Il y avait des prémices. Là, on voit quand même qu'il y a une volonté de se structurer autour de cette notion d'identité numérique. On pourrait parler de France Connect Plus aussi. Je ne sais pas si c'était peut-être une question, Fabien, que tu voulais nous poser, mais On peut anticiper, il n'y a pas de souci, hein. je profite de l'occasion parce que tu demandais les solutions possibles. France Connect Plus, je rappelle, hein, France Connect, c'est un agrégateur d'identité. En gros, vous avez vous vous connectez en fait sur France Connect et vous pouvez vous servir d'une de vos identités numériques pour pouvoir accéder à un service. Alors, une identité numérique, ça peut être par exemple une identité que vous avez avec impôt.gouv. Ça peut être aussi celle portée par la Poste. Ça sera celle, par exemple, portée demain par Sésame Vital avec votre carte vitale dématérialisée pour laquelle on est prestataire service de confiance auprès de Sésame Vital. Donc, vous allez pouvoir vous connecter à France Connect Plus et solliciter la bonne identité et donc le bon niveau d'identité vis-à-vis de ce que vous voulez faire. D'accord ? Vous avez besoin de vous connecter à impôt.gouv.fr ou à Amélie, vous pouvez vous servir d'une de vos identités, par exemple impôt.gouv.fr, pour vous connecter à Amélie. D'accord ? Vous avez besoin de réceptionner une lettre recommandée électronique parce que vous avez reçu un recommandé de la part de votre promoteur. Vous pouvez vous connecter sur France Connect Plus et mobiliser l'identité numérique de niveau qualifié, substantiel, pour pouvoir réceptionner votre LRE. Donc France Connect Plus, c'est cette capacité à pouvoir là aussi mobiliser la bonne identité pour le moment où vous avez l'action à réaliser. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec notre système de lettres recommandées électroniques. C'est ce qu'on fait dans le cadre d'entrée en relation avec certains clients aussi. Et c'est au travers notamment de notre solution Digital ID by Tessie qu'on va agréger tous ces dispositifs qu'on a un petit peu évoqués ensemble, que ça soit le contrôle de pièces, que ça soit le PVID, que ça soit le France Connect Plus. On pourrait parler aussi des certificats d'authentification ou de signature électronique qui vont permettre à un moment donné, là aussi, de pouvoir authentifier une action. On ne va pas rentrer forcément dans le détail, sauf s'il y a des questions, mais voilà. Tous ces dispositifs, finalement, vont participer à un moment donné à réduire les risques ou se prémunir des risques vis-à-vis des actions que vous avez demandées à vos clients et vis-à-vis du niveau en fait, de risque que vous souhaitez, auquel vous souhaitez vous prémunir. Il y a aussi, alors, deux petites choses. On me dit dans l'oreillette que Archimax sera partenaire du FIC, accessoirement. Et puis, concernant France Connect, il y a aussi les deux services pour s'identifier, donc Santé Connect plutôt pour l'espace santé et Agent Connect pour les agents de l'État. Est-ce que c'est quelque chose que vous gérez également? Comment ça se passe? Ça, c'est des éléments qui sont inclus maintenant de mémoire dans France Connect. Donc, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que on a en fait depuis nos solutions, on a une API qui permet en fait à nos clients de pouvoir se connecter à France Connect. C'est-à-dire que nous, on n'est pas fournisseur d'identité par définition. Donc, on n'a pas aujourd'hui une identité Tessie disponible dans France Connect et c'est pas vers ça qu'on souhaite aller. Par contre, on souhaite faciliter l'intégration de France Connect dans nos solutions
pour qu'à un moment donné du parcours, le client puisse mobiliser effectivement France Connect. Donc, à l'intérieur de France Connect, vous avez effectivement toutes ces identités. On parlait d'identité autour du patient, par exemple. On a une solution aujourd'hui qui va aussi se connecter avec France Connect qui s'appelle Je consens, hein, qui va permettre au moment de l'entrée en relation du patient en préadmission hospitalière, par exemple, de pouvoir permettre aux patients de donner tous ses consentements à l'usage voilà, de ces données, des examens qu'ils vont réaliser, etc. Et derrière ça, on a la possibilité de faire le niveau de vérification qui va bien et donc potentiellement de se connecter à ce portail France Connect Plus pour vérifier que c'est bien Fabien Carré qui, à un moment donné, va se faire opérer. Et croyez-moi, là aussi, qu'il s'est passé des choses vraiment incroyables d'un point de vue santé avec des opérations du mauvais bras ou de la mauvaise personne. Donc, il y a aussi une volonté côté santé de se prémunir de ce genre de choses. On n'est pas dans la fraude, mais on est quand même dans l'erreur à l'identité, quoi. Voilà. Et qui peuvent coûter la vie de certaines personnes qui n'ont pas. Ce qu'on constate, ce qui est important, juste un petit mot, c'est que, on le disait tout à l'heure, hein, il y a vraiment une accélération et une prise de conscience d'ailleurs au niveau gouvernemental hein, de ces sujets d'identité numérique, France Connect avec France Connect Plus qui va vraiment devenir un pivot très important dans tous les systèmes qui vont être imaginés dans le futur, avec le projet carte Sésame Vital dématérialisée qu'évoquait Romain. Très récemment, on a aussi, encore plus récemment, alors là, je crois que c'est paru le décret le 22 avril, donc c'est très très récent, l'application SGIN qui va remplacer Alicem auparavant, et qui permettra également, en conjonction avec France Connect Plus, de pouvoir justifier de son identité et de s'identifier de manière substantielle. Donc là, on est vraiment sur une palette d'outils, une palette de solutions, mais qui convergent tous pour établir cette fameuse confiance dans ces relations un peu à distance, quel que soit le type d'outil, avec des niveaux d'identité différents, de la plus simple possible à la substantielle et à l'élevée. Donc tout ça, c'est des niveaux qui étaient bien définis dans IAIDAS V1. Mais là, on est en train de vraiment passer dans une étape très pratique, très concrète de mise en musique de ces niveaux d'identité et de comment ils vont être utilisés dans différents processus très concrets, très métiers, comment j'ouvre un compte, comment j'obtiens un crédit, comment je loue un appartement, etc. etc. Donc là, on va rentrer dans les prochaines années dans une phase extrêmement concrète. Et effectivement, une fois qu'on a identifié les différentes solutions qui permettent de lutter contre la fraude documentaire et à l'identité, se pose quand même la question de quelle solution j'ai besoin pour mon entreprise ou pour répondre à tel ou tel parcours client. En particulier autour du PVID, dans quelle mesure faut opter du coup pour une vérification d'identité PVID, à quel usage ça répond, quel niveau d'identification recommanderiez-vous du coup? Alors là aussi, il n'y a pas, je vais faire une réponse de Normand, même si je suis breton, donc voilà. Mais non, mais tout ça pour dire sous le ton de l'humour que il y a malheureusement pas une réponse à ta question parce que ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va évidemment dépendre des exigences réglementaires qui va s'imposer aux clients. Pour certains cas, on va avoir des secteurs qui sont déjà très réglementés. On parlait d'entrée en relation bancaire, par exemple, avec effectivement des choses qui sont très bien exposées dans la loi et pour lesquelles finalement les organismes bancaires, quand ils veulent faire une entrée en relation, l'octroi d'un crédit immobilier, ils doivent doivent respecter un certain nombre d'exigences réglementaires qui font que le PVID est, par exemple, une des solutions possibles. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, ça va dépendre j'ai envie de dire, du cas d'usage. Par exemple, je vais rebondir encore sur la lettre recommandée électronique. Là, la lettre recommandée électronique, si vous voulez faire un recommandé électronique avec la même valeur légale que le recommandé papier,
vous devez faire une authentification de l'émetteur de niveau qualifié, donc l'entreprise qui émet le recommandé, et le destinataire d'un niveau substantiel. C'est comme ça, c'est dans la loi, et que ça soit la banque, l'assurance, l'immobilier, le secteur public, la santé, la LRE, c'est qualifié pour l'émetteur, substantiel pour le destinataire. Donc, il n'y a pas le choix. Troisième chose, c'est le risque qui est associé au parcours ou à l'étape du parcours. D'accord ? Et là, c'est important. Et là, ce n'est pas le prestataire qui va dire il faut faire du qualifié, du substantiel, de l'élevé, la signature avancée, qualifiée, que sais-je. Là, c'est au client de dire à cette étape du parcours, j'ai besoin d'avoir un niveau de sécurisation plus important pour l'action qui est demandée à mon client. Et donc là, je vais devoir m'appuyer sur plutôt un niveau substantiel ou plutôt une vérification documentaire supplémentaire ou une signature de tel niveau, etc. etc. Et tout l'intérêt de s'appuyer sur un prestataire de confiance type TESI, c'est qu'on va être capable de venir fournir à notre client la plateforme technologique qui va lui permettre de choisir la bonne filière de vérification en fonction du risque qui est associé à l'étape du parcours. L'entrée en relation, on va demander du PVID, puis ensuite on va demander, une fois que la contractualisation, enfin au moment de la contractualisation, de faire une signature électronique de niveau avancé avec certificat qualifié. Boum, on va pouvoir le faire. Ensuite, plus loin, on va demander au client, par exemple, d'envoyer des documents, des pièces supplémentaires, voilà, pour finir le contrat ou pour lancer le projet. On va pouvoir faire des contrôles sur ces pièces-là. On va lui demander une authentification pour accéder à un espace client. On va pouvoir aussi, là, au-delà du login mot de passe, faire une authentification supplémentaire avec un code OTP, etc., etc., etc. Donc, ce qui est important, c'est est-ce que je suis soumis à une réglementation particulière en tant que professionnel? Si oui, que dit-elle et donc quel dispositif je dois mettre en place? Sinon, est-ce que ce que je souhaite faire en termes d'action est soumis à une exigence réglementaire, la signature électronique ou la LRE par exemple? Et troisième chose, c'est à quel moment dans mon parcours j'ai besoin de déclencher le bon niveau de vérification. L'erreur souvent qui est faite, c'est de dire, je ne vais pas m'embêter, je vais faire par exemple de la signature qualifiée, donc le 4e niveau le plus élevé en termes de signature, comme ça je ne vais pas être embêté. Sauf qu'aujourd'hui, 80 à 85% des usages de la signature électronique, c'est du niveau simple, enfin du niveau faible. Donc, c'est finalement vouloir une Rolls-Royce là où une très très bonne Peugeot 3008 fait l'affaire. Voilà. Et à l'inverse, on pense que le niveau simple de signature suffit, là où alors le document va nécessiter ou aurait nécessité un niveau supplémentaire de signature électronique. On se dit oui, mais là, c'est pas grave, c'est un simple devis, je l'ai signé en signature simple. Je prends cet exemple-là, je ne sais pas si c'est du simple, de l'avancé ou de qualifié, hein, je ne suis encore une fois pas là pour le dire, mais le choix est fait de faire simple, puis on se rend compte qu'il y a un litige, puis on se rend compte qu'en fait, on aurait peut-être dû se prémunir en mettant un niveau avancé, parce qu'il y a un doute sur la date de signature, il y a un doute sur l'identité de la personne qui signe, et il y a finalement un doute sur la valeur qu'on donne à ce document. Donc, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est vraiment de se dire, est-ce que je suis imposé par une réglementation particulière? Est-ce que ce que je souhaite faire nécessite de mettre en place des niveaux de vérification particuliers? Et puis ensuite, à quel moment dans mon parcours j'ai besoin d'aller demander un niveau plus ou moins important de vérification d'identité? Je crois que ce qui est intéressant et ça a été très bien illustré par Romain, c'est que c'est ce parallèle avec la signature et puis la vérification d'identité, je trouve est intéressant parce que, en fait, bon, comme Romain l'a bien dit, bien sûr que tous les cas d'usage ne correspondent pas au niveau qualifié, etc. sur de la signature. Il y a une grande variété. Et ce sera la même chose sur la vérification d'identité. Je pense que c'est un bon parallèle. Quelque part, est-ce que tous les processus vont nécessiter une vérification d'identité PVID? Probablement pas, parce que ça aura aussi un impact en termes
de parcours utilisateur, en termes de… Comme la signature qualifiée là, hein, enfin, c'est la même chose. Il y aura des impacts et qui seront adaptés à certains cas d'usage, adaptés à certains cas d'usage réglementaires ou juridiques, ou d'expérience client, et pas à d'autres. Donc voilà, ces niveaux-là, comme toujours, ce sera les cas d'usage, le besoin et le cadre réglementaire qui s'imposera. Et aujourd'hui, on ne voit plus tellement sur le marché des clients qui viennent en disant mais moi je veux de la signature qualifiée pour tout parce que le marché a mûri. Probablement ce sera la même chose avec le PVID puisque dans 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans, une fois passé la mise sur le marché vraiment d'offres, le marché déterminera si qu'est-ce qui est adapté, qu'est-ce qui ne l'est pas, dans quel cas on doit le faire, dans quel cas c'est pas nécessaire, et dans quel cas même c'est contre-productif parce que peut-être ça abîme une expérience utilisateur qu'on veut d'une certaine manière. Bref, voilà, c'est là la vérité terrain va je dirais, nous donnera la réalité dans 1 an ou 2. Philippe met le doigt sur un point clé qui est celui de l'expérience utilisateur et l'expérience client. Parce que derrière ces niveaux de contrôle qu'on est en train de se dire depuis 45 minutes, ça nécessite quand même des actions pour le client final, pour l'utilisateur final. Plus on va vouloir un niveau d'exigence fort, plus on va demander au client de réaliser des choses, de présenter des pièces, d'uploader des pièces, de répondre à des choses. Et forcément, ça vient d'une certaine manière complexifier le parcours client. Et cette notion de parcours client, elle est extrêmement clé. On le voit aujourd'hui quand par exemple, on voit le site de la SNCF qui a énormément évolué pour que ça soit de plus en plus simple de prendre un billet, d'avoir les offres, d'avoir les horaires, etc. On voit que ça évolue. Et on voit aujourd'hui que toutes les applications où vous devez regarder le temps que ça vous prend pour faire une commande Uber Eats aujourd'hui, par exemple, ou pour commander un taxi dans Paris. Voilà, ça vous prend 2 minutes et demie. D'accord? Parce que vous ne voulez pas que ça vous prenne 45 minutes. Vous sortez d'un dîner avec des amis. Voilà, il faut que ça soit rapide. Donc, cette notion d'expérience client et d'expérience utilisateur et de parcours client est extrêmement important. Et Philippe a raison de parler de ça. L'autre point, c'est que oui aussi, tu as raison Philippe, quand tu dis qu'il y a sans doute un marché qui va se structurer. Je vais reprendre encore l'exemple de la lettre recommandée électronique, qui est un sujet qu'on connaît très très bien chez TSI en tant que prestataire qualifié. C'est qu'on a des secteurs qui s'appuient beaucoup sur la LRE, celui de l'assurance, par exemple, dans le cadre de la résiliation entre assureurs de contrats d'assurance. Ça, c'est la loi Hamon qui l'a permis. Et puis, on a aussi le secteur de l'immobilier qui s'est structuré, sauf que le secteur de l'immobilier a dit « Oui, mais moi, aujourd'hui, un syndic de copropriété qui envoie une convocation à un copropriétaire, par exemple, c'est le meilleur cas d'usage. Ils se sont dit, la LRE, OK, parce qu'on fait du recommandé, donc on va s'appuyer sur un prestataire de confiance, pas de problème. Par contre, moi, le point clé dans mon recommandé, c'est la date d'envoi, la date de convocation, la date à laquelle je convoque exactement, qui doit être, je crois, 20 jours avant la réunion de syndic. Et donc, eux, ils n'ont pas d'exigence sur la bonne réception du recommandé. Ce n'est pas leur point. Leur point, c'est assurer que le recommandé a bien été envoyé à une date bien précise. Et donc, ils ont demandé à faire évoluer, ou en tout cas, ils ont créé un décret supplémentaire qui vit en parallèle du décret de la LRE en France, d'accord, qui est un décret spécifique sur de la LRE IMO, en fait, ou LRE syndic, qui dit, en fait, je m'appuie sur un prestataire de service de confiance, type TSI, je m'appuie sur un outil qualifié, tel que le nôtre, je respecte l'authentification de l'émetteur de niveau qualifié, je respecte le raw data, je respecte la signature, je respecte l'archivage des preuves. Par contre, la vérification de niveau substantiel au moment de la réception par le destinataire, ça, j'en veux plus. Et donc, ils ont créé un décret supplémentaire. Et c'est en ça que je rejoins Philippe, c'est-à-dire qu'on va sans doute avoir peut-être un PVID qui va évoluer demain avec la possibilité de dire, dans certains cas, je vais avoir besoin de ce contrôle en back-office humain nécessaire pour faire du PVID au sens réglementaire du terme. Et peut-être que dans d'autres cas d'usage, et même dans beaucoup de cas d'usage, le contrôle juste technologique avec le contrôle de la pièce d'identité et le contrôle biométrique suffiront dans 80% des cas.
et on n'aura peut-être pas besoin d'aller sur cette vérification aussi en back-office. Donc oui, on a un marché qui va se structurer là-dessus. Je pense que l'arrivée de la pièce d'identité numérique, l'arrivée du e-wallet va aussi permettre de structurer tout ça. Alors en France, on est toujours un petit peu frileux à la technologie, donc voilà, on voit que l'ANSSI est très prudente là-dessus et voilà, a un regard et elle a complètement raison. Mais je pense qu'en parallèle, on va avoir des cas d'usage où on va avoir des pays vides complets ou des pays vides partiels, entre guillemets, en fonction des cas d'usage. Moi, je suis assez d'accord avec cette tendance-là. Et du coup, avec cette tendance, est-ce qu'on va assister à une disparition totale du papier dans les processus à votre avis? Comment va évoluer la réglementation? Est-ce que le papier va complètement disparaître ou... Alors pour Alors, Tessie, la j'espère pas. disparition du papier, quand même une on l'a annoncé depuis longtemps, la disparition du papier. Je suis pas sûr qu'il soit encore. Il est encore là, un petit peu. C'est comme le chèque, c'est pareil. Hein. Le chèque, ça diminue de 7% par an, mais il y en a toujours qui circulent. Hein. Donc voilà, c'est un peu la même. Donc, enfin, je veux dire, bon, on plaisante, mais globalement, est-ce que le papier est mort? Non. Enfin, est-ce qu'il va mourir? Bah, forcément, avec tous les usages digitaux, il va progressivement, j'allais dire, représenter une part moins importante. Mais pendant encore de longues années, on aura probablement encore, bien sûr, la capacité à alors c'est à moitié du numérique, mais prendre en photo sa facture EDF pour justifier son domicile ou amener sa pièce et puis la faire scanner dans une agence, quelle qu'elle soit, etc., etc. Donc cette notion du papier, il va encore nous accompagner pendant quelques temps. Ça, c'est relativement certain. Après, ben, les usages forcément vont être de plus en plus digitaux, même si au départ il y a du papier. Oui, et puis il y a une d'habitude du papier. C'est qu'on a encore, et même dans certains cas, même moi aussi, alors que je suis dans le digital, mais on a cette habitude du papier. Un exemple tout bête, sans doute qu'on fait tous, c'est on a un document à relire, on ne va pas le relire sur le PC, on va le relire sur papier. Parce qu'on va vouloir annoter le document, par exemple, etc., etc. Donc, il y aura toujours du papier dans les usages en entreprise et même dans la sphère privée. Il y aura toujours cette espèce d'usage du papier parce que ça rassure, parce que c'est plus pratique, parce que voilà, c'est une espèce d'habitude qu'on va avoir du mal à complètement oublier. Et puis, je voudrais préciser aussi que tout ce qu'on appelle les usages ou les parcours dits de front office, c'est-à-dire tous les parcours liés directement au client, l'entrée en relation, la signature, etc., sont des choses qui sont beaucoup digitalisées aujourd'hui. Mais moi, j'insiste beaucoup auprès de mes clients pour leur dire, mais est-ce que vous avez pensé à vos processus middle et back office, dans lesquels vous faites circuler du document en interne chez vous, sur des processus qui ne sont pas forcément dématérialisés d'ailleurs, parce que l'habitude du parapheur papier, par exemple, d'imprimer, de mettre dans le parapheur pour faire signer à la main, pour ensuite renumériser et envoyer au client. Bon, voilà, la valeur de la signature, on ne sait plus trop où elle est, quoi. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Tous les traitements middle office et back office sont des processus qui utilisent encore beaucoup de papier. Nous, on le voit chez nous parce que c'est des processus que l'on prend en charge pour un certain nombre de clients. Qui demandent à leurs clients de leur envoyer des documents, certes numériques à la base, mais qui sont ensuite imprimés. Voilà. Donc, moi, je rejoins Philippe, le papier est loin d'être mort. On a, oui, des baisses de volume assez naturelles du papier pour basculer vers du digital, mais je pense qu'on aura encore, du papier pendant pas mal de temps, ouais. Pour ces raisons-là, en fait. Pour ces raisons. Est-ce qu'il y a d'autres réglementations, Philippe, très rapidement, parce que je sais que vous êtes pris ailleurs après, qui sont dans les cartons aujourd'hui ou qu'on n'aurait pas encore évoqué? Écoutez, non, je crois que là, on a fait un grand tour d'horizon. Hein. On a balayé assez large, que ce soit identité, bien sûr, mais aussi faute documentaire plus classique, KYC plus classique, la réglementation qui s'y attache. Donc, non, en tout cas, pas qui me viennent comme ça immédiatement. Donc, en conclusion, je pense que là, on a vraiment fait un grand tour d'horizon.
Bon, bah, écoutez, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Pour l'instant, non. Je me On va permets quand juste même, faire Romain. un tout petit, je me permets un Oui, tout petit point peut-être sur la partie facturation électronique, parce que c'est un sujet beaucoup d'actualité avec cette obligation d'ici à 2026 de passer 100% en facture électronique. Donc c'est une réglementation. Alors on n'est pas dans l'identité, on n'est pas dans la vérification, etc. Mais on est quand même dans une notion de fraude hein, à la facture notamment. Et donc, il va y avoir une accélération sur le marché de l'équipement en outils de dématérialisation et de digitalisation de la facture électronique. On ne va pas forcément en parler maintenant, mais puisque tu posais la question sur des tendances qui pourraient arriver, celle de la facturation électronique va en être une et en est une d'ailleurs jusqu'à 2025. oui, déjà, oui, tout à fait. Bon, a priori, pas de questions, donc on va pouvoir en rester là et aller eh bien, Super. déjeuner chacun de notre côté. Je rappelle quand même, Romain, c'est pas bien hein, d'imprimer des documents électroniques, pensez à la En attendant, effectivement, je vous souhaite un Je bon sais bien. appétit. On se retrouve vers 13h45 pour une nouvelle conférence qui sera consacrée à l'archivage électronique. Oui. Romain, tu peux rester connecté si tu le souhaites. Et puis, si vous avez d'autres questions pour les participants, bien sûr, à poser, on les transmettra par la suite à Philippe et Romain qui vous répondront par mail. En attendant, j'espère que cette conférence vous a intéressé et je vous dis à tout à l'heure du coup. Merci, Merci au beaucoup. revoir. Très bon appétit. Merci Philippe. À bientôt. Merci à vous.